Bonsoir et bienvenue à tous. Bonsoir Santiago Amigorena, bienvenue. Bonsoir. Cette soirée vous est proposée par le FIFDH, Festival du film et Forum international sur les droits humains, et la Fondation Jan Michalski pour l'écriture et la littérature. Alors c'est la 19e édition du FIFDH, dont vous êtes un des membres du jury cette année. Cette édition aura lieu du 5 au 14 mars 2021. Pour le programme complet du festival, rendez-vous sur fifdh.org. Cette soirée est aussi coproduite par RTS Genève Vision. Voilà, j'ai donné les détails techniques. Santiago Amigorena, je me tourne à présent vers vous. Vous êtes né à Buenos Aires, en Argentine. Assez vite dans votre enfance, vos parents déménagent en Uruguay. Séjour de courte durée puisque vous partez bientôt en Europe. Vous avez à ce moment-là une dizaine d'années, nouvel exil, cette fois-ci en France, et vous revenez ce faisant sur le continent que vos ancêtres avaient quitté en faisant le voyage inverse d'Europe de l'Est jusqu'en Amérique du Sud. Santiago Amigorena, vous êtes ensuite devenu cinéaste, scénariste, réalisateur, mais surtout écrivain. C'est de ça qu'on va parler ce soir. En 1998, vous avez publié le premier livre de la longue série de votre entreprise littéraire autobiographique, qui compte 10 volumes à ce jour et qui sont tous publiés aux éditions POL. Alors ce projet suit un découpage chronologique particulier dont je vous laisserai le soin de nous expliquer peut-être l'architecture. Pour ma part, je m'en tiendrai pour entrer dans cette discussion aux deux extrémités de ce projet. D'une part, le premier ouvrage, enfin peut-être plutôt je vais commencer par le dernier, le plus récent, Le Ghetto intérieur, paru en 2019 et qui raconte l'arrivée et les premières années de votre grand-père Vicente en Argentine, à Buenos Aires. Il quitte la Pologne en 1928 et bien qu'il se soit promis de faire venir sa famille, ce projet ne se réalisera pas, cette promesse ne sera pas tenue puisque le ghetto de Varsovie se refermera sur eux avant qu'ils aient pu partir. L'immense culpabilité que ce drame va engendrer chez lui se traduit par un repli quasi total dans le silence. Et 20 ans plus tôt, dans Une enfance laconique, publié en 1998, donc, votre premier ouvrage, vous expliquez vouloir réaliser un portrait de l'artiste en muet. L'artiste, à ce moment-là, c'est vous, enfant mutique, puis adolescent taciturne. Vous espérez alors que l'écriture vous ramène au langage, à l'usage du langage. Alors, dans ce même livre, vous racontez l'histoire et les différents exils de vos aïeux jusqu'à votre propre naissance. J'en arrive doucement à ma première question. Peut-être pourquoi cette chronologie? Pourquoi revenir 20 ans et 10 livres plus tard à l'origine de votre projet littéraire? Est-ce que c'était quelque chose de prévu ou est-ce que ça s'est imposé à vous au fil de l'écriture? C'est une question complexe. C'est-à-dire ce que j'ai essayé de faire, ou ce que j'essaye encore de faire depuis une trentaine d'années, parce que vraiment c'est un projet que j'ai commencé à écrire en 1992. Pardon de dire des chiffres en français métropolitain centraliste. Je trouve que ça sonne beaucoup mieux. On sera dans beaucoup de dialectes ce soir, je crois, et de langues, donc c'est bien. Donc en 92, j'ai commencé vraiment à écrire ce projet, mais auquel j'avais pensé déjà depuis disons entre 10 et 20 ans, parce que ça fait partie de la fiction que j'invente dans les livres aussi, de revenir sur les formulations de ce projet littéraire depuis mon enfance, depuis pratiquement l'âge de 6 ans, donc au moment où j'apprends à écrire. Pour résumer le projet un peu plus que schématiquement, l'idée était de faire une autobiographie qui est en même temps les œuvres complètes d'un personnage qui pour moi est devenu de plus en plus un personnage de fiction, qui porte mon nom et et dont la vie, disons, est découpée en périodes de 6 ans. Donc le projet est composé de 6 parties, une enfance laconique, une jeunesse aphone, une adolescence taciturne, une maturité coite, une vieillesse discrète et la dernière partie, donc la 6e partie qui s'appelle la 7e partie. Voilà, c'est quelque chose que
disons que je n'explique pas, parce que je n'ai pas envie de donner un mode d'emploi à ce que j'écris, mais voilà, je reviens souvent sur les formulations de ce projet qui font évoluer aussi le projet. Donc évidemment, voilà, j'ai passé 10 ans, 20 ans de ma vie à mettre en place ce projet. Donc je m'y tiens d'une certaine façon et en même temps, je ne fais que le trahir constamment. Et dans l'écriture de ce projet, donc, que je me proposais au début d'écrire en entier. C'est-à-dire le premier désir que j'avais en 92, vraiment quand je me suis mis à une table et que j'ai commencé par la première phrase de ce projet-là, c'était d'écrire, je ne sais pas, 3000, 4000 pages et de les publier une fois que ce serait fini. Et évidemment, je me suis rendu compte que c'était bien au-dessus de mes forces ou de ma capacité de travail. Et donc, j'ai commencé à publier par morceaux. Donc, la première partie, Une enfance laconique, a été publiée en 98 en entier. C'est-à-dire c'est composé de 2 chapitres, parce que chacune de ces 6 parties est divisée en 2 chapitres. Donc Une enfance laconique, les 2 chapitres, c'est le premier cauchemar et la première lettre. Bon, je ne vais pas énumérer tous les chapitres de toutes les parties, mais par exemple, en ce moment, je suis en train d'écrire le premier chapitre de la 2e partie, dont le 2e chapitre a été publié en 2000. Donc voilà, pour dire à quel point je ne suis pas très sérieux chronologiquement dans mon travail. Et en fait, autour de ces 6 parties, et je pardonne à tout le monde de ne pas suivre ce que je raconte, parce que c'est très compliqué. Vous suivez, et ça me paraît essentiel. Moi, je me suis... donc, autour de ces 6 parties, à un certain moment, ça s'est un peu imposé à moi d'écrire des textes que j'appelle des annexes. Mon éditeur, en général, me tape sur les doigts quand je dis que c'est des annexes, parce qu'on dirait que c'est un peu péjoratif. Et voilà, le ghetto intérieur, c'est une annexe de ce projet. Il y en a eu d'autres. Il y en a une qui s'appelle Mes derniers mots, une qui s'appelle 1978, Des jours que je n'ai pas oubliés. Et en fait, c'est des textes où... comment dire, où je prends des éléments de la vie de ce narrateur qui s'appelle Santiago H. Amigorena, qui me semble ne pas pouvoir être écrit de la manière dont il faudrait dans le style du reste de l'œuvre. C'est-à-dire que dans l'autobiographie, voilà, je pense qu'il y a un style qui est parfois un peu baroque, qui est un peu ironique, et certains moments de la vie de ce narrateur, je pense, méritent d'autres styles. Et donc, c'est des textes qui sont toujours écrits à la 3e personne, qui sont toujours rattachés à la vie, donc à ma vie, à mon autobiographie. Donc là, c'est très clairement, voilà, c'est un livre, Le ghetto intérieur, donc le dernier qui est paru, c'est un livre qui est dont le sujet pour moi a toujours été très clairement le silence de mon grand-père, c'est-à-dire que je laisse évidemment au lecteur la liberté de lire d'autres choses. On a beaucoup dit par exemple que c'était un livre sur la Shoah. C'est pas ce que j'ai voulu écrire, en tout cas la lecture est maître de sa propre liberté, donc encore une fois, je ne veux pas donner des clés sur comment lire ce que j'écris. Mais le ghetto intérieur, pour moi, voilà, c'était consacrer un livre entier au silence de mon grand-père maternel et essayer de comprendre en quoi ce silence était mon silence, c'est-à-dire en quoi j'avais hérité de ce silence. Donc il y a un silence qui est effectivement relié à la Shoah. La place particulière de ce livre, c'est qu'effectivement, on peut tout à fait le lire comme une introduction ou comme une conclusion à tous mes autres livres. Mais voilà, ça, c'est quelque chose que j'ai compris plutôt en finissant d'écrire. C'est même beaucoup à travers la lecture de mon éditeur qui m'a dit, voilà, c'est tout à fait possible de le lire comme ça, comme une introduction à tout le reste ou comme une conclusion de tout le reste. Ce qui ne veut pas dire que j'ai fini le reste. Donc, voilà.
D'ailleurs, vous le précisez vous-même d'emblée qu'il est à l'origine de ce projet. Je voudrais peut-être dire un mot, tant qu'on y est, sur ce narrateur Santiago H. Amigorena, qui n'est pas la signature que vous utilisez dans vos autres métiers. Ce H, c'est aussi celui de votre grand-père et de votre père, Horacio. C'est aussi, hasard de l'alphabet, le H d'histoire. Et je me dis, quand on commence une entreprise autobiographique comme la vôtre, c'est difficile de faire l'économie de ceux qui nous ont précédés et peut-être d'ailleurs de ceux qui vont nous suivre. Comment est-ce que vous avez vous-même digéré, en tout cas, comment vous êtes approprié cette histoire qui est celle de vos aïeux, que vous racontez dans Une enfance laconique, qui ressemble souvent à une véritable saga, une épopée. Comment vous vous situez par rapport à cette généalogie élargie? Bon, c'est très compliqué parce que j'ai un rapport au passé qu'on pourrait, comment dire, qu'on pourrait amener dans plein de voies différentes. Effectivement, voilà, je m'approprie d'une certaine manière le passé de ma famille, mais je me l'approprie non pas en tant que réalité qui pourrait être certifiée par d'autres personnes que moi-même. C'est-à-dire que quand on écrit l'autobiographie, très souvent, voilà, on peut se confronter à la mémoire de ses parents, dans mon cas, de mon frère, de mes amis d'enfance. Moi, je pense que j'essaye d'établir une manière de parler du passé où, en fait, la fiction et la réalité ne sont pas séparées. De la même manière que je ne sépare pas dans ma vie ma mémoire de mes rêves. C'est-à-dire, je pense que tout ça devient une matière, voilà, qu'il faut écrire et que la vérité qui peut surgir de ce qu'on écrit n'est pas du tout celle dont voilà, pourrait attester un certain nombre de personnes. Donc, un rapport très différent à l'histoire de celui d'un historien. Par rapport à mes ancêtres, mes aïeuls, je me situe évidemment comme leur produit, mais comme si eux-mêmes étaient aussi mon produit. Et c'est là où le silence de mon grand-père, je ne pense jamais le trahir en inventant de la fiction. C'est-à-dire que Le Ghetto intérieur, par exemple, est un livre qui s'ouvre par un moment de la vie de mon grand-père, où il va dans un café, il s'assoit avec des amis, il discute avec eux. Pour moi, c'est une évidence, quoi. C'est un aveu que je fais au lecteur que si j'écris cette scène où je décris un décor d'un café que je connais aujourd'hui, mais qu'évidemment je n'ai pas connu dans les années 40, si j'écris un dialogue entre mon grand-père et deux amis que je n'ai pas connus et qui n'ont peut-être jamais existé, je n'étais pas là pour entendre leurs mots et personne ne les a enregistrés. Donc voilà, j'utilise des moyens vraiment de littérature, de prose classique, de fiction, pour établir quelque chose qui me semble être pour moi la vérité possible. Donc il serait plus dans un accord, disons, un écho du passé dans mon présent. Je peux donner deux petits exemples de comment ça s'articule dans ma tête. Il y en a un qui est très simple, c'est dans les lettres que je cite de mon arrière-grand-mère, donc qui était dans le ghetto à Varsovie et qui écrivait à mon grand-père qui était à Buenos Aires. Donc c'est vraiment ça qui est la base, disons, du textuel du livre, ces lettres-là. Ces lettres-là, je les ai lues, je les ai traduites, disons, en termes littéraires, et parfois j'ai ajouté des choses. Je sais que pour certains lecteurs, par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai discuté avec quelqu'un qui avait vraiment vécu son enfance dans le ghetto de Varsovie. C'est un peu, c'est pour le moins, disons, troublant qu'on puisse modifier les mots de quelqu'un qui a vécu ça et qui l'a écrit directement à ce moment-là. Moi, je modifie toujours en essayant de chercher ce qui serait plus vrai que vrai, disons, ce que moi, en tant que témoin extrêmement distant de cet événement, c'est-à-dire non seulement pas du tout contemporain, mais en plus étant seulement le petit-fils de quelqu'un qui était déjà à 12 000 km de distance du ghetto de Varsovie et qui recevait des lettres de sa mère, voilà,
une fois que je suis en face de ces lettres, comment moi je peux traduire quelque chose de la vérité de ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc j'essaye de ne pas mentir du tout sur ça. Et pourtant, voilà, la vérité, ou ce qu'on pourrait appeler vérité, le mot est un peu complexe, disons, ce qui se dévoile d'un passé dans mes mots, je pense, vient plus du style que de ce que ça raconte. Donc voilà, en gros, pour résumer le problème de la vérité dans le style littéraire, mais on ne va pas en parler pendant des heures. Voilà. Mais je vous donne un autre minuscule exemple que j'aime bien, je l'ai déjà donné. Mais à un moment, mon ancien éditeur, qui est mort il y a un peu plus de 2 ans, Paul Tchaikovsky-Laurence m'avait demandé d'expliquer un peu ce que je sentais, ce rapport étrange par rapport à la vérité dans le passé. Et j'avais pris un exemple d'un livre donc, qui fait à peu près 600 pages, qui s'appelle Les premières fois. Et je lui avais dit ce qui est le plus vrai pour moi dans ce livre-là est quelque chose que n'importe quel lecteur pourrait assez facilement situer comme faux. C'est-à-dire, je dis que mon frère, à l'âge de 18 ans, me prend par la main pour aller dans la mer. Ce moment-là et la manière dont c'est écrit, qui n'est pas une manière virtuose du tout, pour moi, concentrait ce rapport de vérité au passé. Et pourtant, c'est évident qu'à 18 ans, il ne m'a pas pris la main pour m'amener dans l'eau et que moi, j'avais 17 ans à ce moment-là. C'était pas du tout un geste, mais bon, bizarrement, ce qui est vrai dans notre réalité, qui est un mélange de passé, de présent et de projection dans le futur, ne se trouve pas seulement dans l'histoire avec un grand H. Est-ce que j'ai l'impression qu'on touche aussi à un sujet qui est très important dans le ghetto intérieur, où vous vous posez constamment la question de la liberté de la fiction, et comme vous dites, il y a ces scènes où vous reconstituez la vie intime, la vie sociale de votre grand-père, et ensuite il y a ces passages où vous parlez de la Shoah qui avance en Europe, où vous citez des extraits de presse, et là l'écriture devient extrêmement blanche, extrêmement factuelle, extrêmement... vous vous en tenez aux faits et à des sources très précises. Est-ce que justement, dans une entreprise littéraire, dans une entreprise d'écriture, et surtout dans la vôtre, il n'y a pas une tentative de vouloir se réapproprier le langage, et particulièrement, c'est la question que vous posez, comment écrire après la Shoah, comment écrire sur la Shoah, qu'est-ce que les mots peuvent pour décrire l'horreur de cette histoire? Et je crois que c'est une question qu'on peut se poser au sens large aujourd'hui avec la création. Qu'est-ce que la création peut pour dire certaines horreurs qui sont vécues dans la réalité? Est-ce que c'était une des difficultés dans l'écriture de ce livre? Oui, aussi. Bon, je vais essayer de dire ça rapidement. Mais en fait, quand je me suis proposé d'écrire un livre qui ne parlerait que du silence de mon grand-père et donc de la manière dont il recevait ses lettres pendant la Deuxième Guerre mondiale à Buenos Aires, je pensais que j'allais faire de la fiction un peu plus classique sur l'ensemble. C'est-à-dire que je pensais que j'allais décrire une scène dans un café à Buenos Aires de la même manière que je pouvais décrire une scène dans le ghetto de Varsovie ou à Berlin entre des dignitaires nazis qui discutaient de la mise en place de la solution finale. Et en fait, très vite, je me suis rendu compte que j'étais incapable. C'est-à-dire que dès que l'histoire m'amenait en Europe, ou dès que je me proposais par un procédé qui est assez simple, très souvent, je dis, ce même jour... à Varsovie, ou ce même jour à Berlin, ou 3 jours plus tard à Berlin par rapport à ce qui est situé à Buenos Aires. En fait, ces passages-là m'amenaient à une forme d'écriture un peu différente et qui a à voir évidemment avec la place que moi je peux prendre par rapport à ça. Moi, je n'arrive pas à écrire de la fiction sur cet événement. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas écrire de la fiction sur la Shoah ou qu'on ne peut pas faire des films sur la Shoah. Mais moi, de ma place à moi, je n'y arrivais pas. Et je pense que c'est plus important de montrer cette impuissance que de la dissimuler derrière des formes stylistiques. Donc le livre, je pense, parle aussi de ça. Il parle aussi assez directement de comment, en fait, personne n'arrivait à un certain moment à mettre des mots sur ce qui était en train de se passer. Personne n'arrivait à nommer l'événement. Quelques pages sur ça aussi, et comment aujourd'hui, d'une certaine manière, on continue à ne pas savoir ou à ne pas réussir d'une manière, disons, immédiate à nommer les horreurs dont on est entouré. Je pense que de la même manière que pendant la Shoah, il y a eu des articles de journaux dont je parle qui n'ont eu aucun écho, c'est-à-dire qu'on pourrait dire
ce qu'on imagine souvent aujourd'hui quand on n'a pas lu beaucoup d'histoires sur ce moment-là, ce qui était mon cas avant d'écrire ce livre, on s'imagine qu'en dehors des camps d'extermination, on ne savait pas trop ce qui se passait. En fait, c'est faux, on savait. Le premier article du Daily Telegraph le dit très clairement. Voilà, il parle déjà de 700 000 morts, donc 700 000 personnes assassinées par les nazis en Pologne. Donc, tout ce qu'on a su, en fait, n'a pas changé le cours de l'histoire. Et je pense qu'on est exactement dans la même réalité aujourd'hui. C'est pas une réalité ponctuelle, c'est l'état même de l'être humain. On vit avec la connaissance d'horreur qui devrait proprement nous empêcher de vivre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, je ne sais pas, comment est-ce qu'on est en train de parler comme on parle alors qu'on sait que des gens sont en train de se noyer en Méditerranée où on continue de se baigner. C'est-à-dire, moi, je vais tous les ans en Grèce, je me baigne dans une mer où je sais qu'à quelques dizaines de kilomètres, il y a des gens qui se noient parce qu'ils essayent d'immigrer. Qu'est-ce qui fait que la vie humaine, donc ma vie d'être humain, se contente, disons, d'un savoir minimal qui n'empêche pas de vivre. Et l'hypothèse que je fais avec ce livre et que je propose encore comme tant de gens est que peut-être la connaissance rapide, brève, un peu immédiate, du journalisme, cette transmission qu'on a de l'information n'est pas du tout ce qui permet de connaître vraiment. Donc que la connaissance, elle vient plutôt de quelque chose qui est un peu plus distant, qui a besoin d'un peu plus de temps, et que c'est en écrivant des livres sur la Shoah peut-être qu'on arrivera à vivre réellement avec cette réalité. C'est-à-dire ne pas l'oublier, mais ne pas non plus s'en souvenir seulement pour s'empêcher de vivre. Parce que je ne vois pas d'issue non plus dans une mémoire qui serait obligée de se souvenir de toutes les atrocités pour se flageller et nier le présent et nier l'émerveillement qu'on peut avoir devant le fait d'exister. Donc, je pense que le travail littéraire, comme tout travail artistique, est toujours tiraillé par ça. Dans ce livre-là, c'est traité d'une manière un peu explicite. Vous avez fait référence à l'article du Daily Telegraph et vous évoquez, je crois, donc c'était un article de Samuel Ziegelbaum, n'est-ce pas, donc article paru en 1942, le premier à dénoncer l'extermination des Juifs. C'était un lanceur d'alerte en quelque sorte. Il se suicide un an plus tard pour protester contre l'inaction des Alliés. C'est une preuve, un exemple manifeste de l'échec du langage et de l'échec de l'information. Je crois que c'est la conscience de cet échec qui réduit votre grand-père au silence, puisqu'il n'arrive plus justement à penser cette horreur et qu'il pense que le silence est préférable d'une certaine manière. C'est une lecture possible. Moi, je n'essaye pas de donner un seul sens à son silence. Ce qui est clair pour moi quand je me penche sur mon passé, donc sur mon grand-père, mais que j'ai à peine connu, donc je dois imaginer ce passé, c'est qu'il n'avait pas un destin silencieux, une fatalité silencieuse. Je pense que c'est quelqu'un qui, comme je le décris, qui avait une vie plutôt agréable, une vie presque trop simple, frivole en tout cas. Je pense qu'il était, c'était quelqu'un qui avait une facilité à vivre, et que la Shoah, vécue à 12 000 km de distance, le contraint au silence, et qu'après, c'est un silence qu'il va garder jusqu'à la fin de sa vie, et dont toute ma famille a parlé. Ce n'était pas du tout un secret honteux. D'ailleurs, c'est quelque chose, c'est une réaction qui a eu lieu dans plein de familles juives et non juives aussi par rapport à la Shoah. Après, est-ce qu'il y a un salut dans le silence? Ça, je pense pas. Je pense que ce qu'a fait mon grand-père, c'est se taire, dire je ne sais pas ce qu'il faut faire avec ça. En tout cas,
écrire des articles ou se battre de cette manière-là. Peut-être il a compris que ça ne marchait pas, je ne sais pas. Il y a eu d'autres articles dont je parle dans le livre, des articles. Celui du Daily Telegraph est très connu, je le connaissais avant de commencer à écrire, mais j'ai su en faisant des recherches qu'il y avait il y a un article dans le New York Times, ça c'est important, il y a des articles dans les journaux en Argentine qui n'ont pas eu plus d'écho. Donc je pense que l'envie de ne pas savoir était très forte. Mon grand-père a choisi le silence. Je pourrais dire que moi, je choisis les mots pour faire parler son silence, mais je ne cherche jamais à juger son silence. Est-ce qu'il est coupable ou pas? Ça m'est arrivé d'avoir des lecteurs, surtout des jeunes lecteurs, des lycéens, qui m'ont dit mais il a été lâche. C'est-à-dire que se taire était une forme de lâcheté. C'est tout à fait possible. Mais en même temps, je ne pense pas qu'on peut aujourd'hui se tourner en arrière avec des critères comme la lâcheté pour juger ce qu'ont vécu les gens qui étaient contemporains de la Shoah. Mais encore une fois, ce n'est pas pour dire que cette lecture n'est pas valable. On peut tout à fait lire le livre comme l'histoire d'un lâche. Peut-être il est beaucoup plus beau comme ça que comme je le lis moi-même, dans ma lecture limitée d'auteur. Mais en tout cas, oui, c'est clair que les générations, peut-être, avec le temps, cherchent des mots et sans doute finissent par trouver des mots assez justes ou des images assez justes, parce que la peinture travaille de la même manière aussi les événements du passé, en tout cas les a travaillés pendant longtemps. Et tout d'un coup, on se rend compte qu'on peut vivre, on peut vivre avec ce qui s'est passé, on peut vivre avec la Shoah en n'étant pas prisonnier de tout ce que ça a eu comme répercussion, à mon avis assez terrible, par exemple sur le fait de se sentir ou ne pas se sentir juif, qui était une injonction des nazis à se définir ou ne pas se définir comme juif, fût-ce pour ne plus être juif, c'est-à-dire pour n'être plus rien, parce que le but était de dire qu'est-ce que c'est un juif pour qu'il n'y ait pas de juif. Mais en tout cas, ça a tourné cette injonction. On a détourné cette injonction, qu'est-ce que c'est être juif, pour dire, par exemple, est-ce que c'est être israélien ou pas être israélien, est-ce que c'est être sioniste ou pas être sioniste. Donc, aussi, il y a des choses qui, pour moi, réduisent l'identité. Donc, le travail de la littérature, je pense, c'est de respecter une forme de complexité de la vie, de l'identité, de la vie même qui n'est pas humaine, de la réalité du monde, en offrant seulement des lectures possibles. Alors pour vivre avec la Shoah, une de ces solutions, en tout cas que vous avancez, c'est l'oubli. Mais l'oubli pas au sens de l'amnésie, mais plutôt, je crois, au sens du pardon. Est-ce que le fait d'écrire et de chercher en fait à réactiver ce moment et à réactiver le passé, à le coucher sur du papier, à l'enfermer dans un livre, est-ce que pour vous c'est une manière d'accéder à cet oubli de votre propre histoire Oui, c'est un pas vers ça. Je ne dis pas que j'ai réussi en écrivant Le Ghetto intérieur à avoir une forme d'oubli qui serait exemplaire et qui me permettrait d'être dans la joie absolue tous les jours, même quand je pense à mon grand-père ou à mon arrière-grand-mère que je n'ai pas connue. Ou aux millions de victimes du nazisme. Mais en tout cas, oui, je pense qu'il y a une forme d'oubli qui n'est pas du tout la négation, surtout, qui serait l'opposé de la négation, qui est une forme d'oubli qui nous permet de mieux vivre. Une phrase que je cite souvent de Pasolini, qui est « Celui qui oublie jouit plus que celui qui se souvient ». Qui me semble très juste. Je pense que l'oubli est plus fondamental à la vie vivante, c'est-à-dire pas à la vie de la conscience ou à la vie de la pensée, mais vraiment à ce que la vie a de présent. L'oubli est plus important que la mémoire pour ça. Et après, l'autre phrase que je cite souvent, qui est une phrase de Borges, qui aussi, je pense, rend compte de la manière dont l'oubli n'est jamais seulement le pardon, c'est l'oubli est le seul pardon et la seule vengeance. C'est-à-dire qu'il y a une notion de vengeance terrible aussi dans l'oubli. C'est-à-dire que le jour où on aura oublié la Shoah,
on n'aura pas oublié les victimes de la Shoah, on aura aussi oublié le nazisme, c'est-à-dire qu'on aura peut-être nié la possibilité à un autre nazisme. Voilà, ça s'oppose d'une certaine manière au devoir de mémoire qui est de dire si on ne se souvient pas du nazisme, voilà, il y aura d'autres formes de nazisme qui vont... Il y a un travail d'histoire qui est tout à fait respectable, qui va dans ce sens-là. Je pense qu'il y a un autre travail, qui est un travail sans doute plus artistique, qui n'est pas seulement celui de la littérature, qui est de permettre cette forme d'oubli. D'ailleurs, quand je discute de ça, et j'ai des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, l'histoire de l'humanité est tellement simplement celle d'un oubli plutôt que d'une mémoire. C'est-à-dire qu'on peut commémorer des événements du passé. Il y a toujours un moment où on arrête de les commémorer. Ça ne veut pas dire qu'ils n'existent plus ou qu'ils n'ont plus d'importance, mais ça veut dire qu'on vit maintenant avec leur oubli aussi. Parce que le temps aussi avance comme un espèce de bulldozer qui écrase et que vous essayez de capturer les deux, en écrivant inlassablement. Qui écrase et qui permet de vivre de la meilleure des manières. Voilà. Il y a beaucoup de lecteurs qui voient assez rapidement dans ce que j'écris, même avant que moi-même je le formule, qu'il y a quelque chose dans mon projet autobiographique qui est clairement un pastiche d'un auteur qui aimait bien le pastiche, qui est Proust. Donc, Proust arrive au temps retrouvé. C'est-à-dire que, voilà, on ne saura jamais si, vu qu'il est mort rapidement, après avoir fini d'écrire, mais si ce temps retrouvé dont il parle, voilà, est-ce qu'il lui aurait permis, en dehors de l'écriture, d'être heureux ? J'en sais rien, c'est peut-être pas un problème très important pour quelqu'un qui ne fait pas le travail que je fais. Mais moi, je me pose la question. C'est-à-dire que je pense que ma manière d'écrire sur le passé n'est pas absente aussi d'une recherche d'un temps retrouvé, c'est-à-dire d'avoir écrit suffisamment le passé pour qu'il ne soit ni oublié, ni une mémoire douloureuse. Voilà. Donc, une fois que c'est écrit, qu'il soit à côté de moi et qu'il me permette, voilà, de vivre d'une manière heureuse, avec un passé apaisé, mais sans forcément continuer à l'écrire. Donc, je ne sais pas. Il y a une question qui me paraît très importante à la fois par rapport au langage et à l'identité, puisqu'on a parlé de l'identité juive et aussi de plusieurs drames qui se jouent autour de communautés qu'on enferme souvent dans des identités uniques. C'est l'exil et le langage. Un exil, c'est un déplacement géographique, mais c'est souvent un déplacement aussi linguistique. Il y a une très belle scène, enfin il y a plusieurs moments très beaux dans le ghetto intérieur où Vicente décide de ne pas traduire les lettres à sa femme et à ses enfants, ce qui le laisse seul connaisseur du contenu de ces lettres. Vous-même, vous êtes un écrivain français, né en Argentine. Vous avez, je crois, croisé beaucoup de langues dans votre existence. Est-ce que le silence a à voir avec ces exils linguistiques ? Est-ce qu'au final, le silence, c'est la seule langue qui permet de garder une identité dans ces déplacements ? Je dirais pas que le silence est une langue, parce que pour moi, voilà, le silence est plutôt du côté de la souffrance, et la langue parlée serait quand même plutôt un but de joie. Donc voilà, je dirais pas que le silence est une langue possible. Ce qui est clair, c'est que dans l'écriture, il y a quelque chose qui se joue, qui est une part une part peut-être encore vaguement frétillante de la langue parlée, même si elle perd énormément de tout ce qui fait son bonheur possible, et une part du silence et de ce que le silence pourrait avoir de moins morbide, disons, que dans la vie quotidienne. Je pense que l'écriture, elle se situe à cet endroit-là. Après, moi, je suis, j'allais dire comme beaucoup d'écrivains, mais c'est pas vrai du tout. Mais je suis très attiré par quelque chose qui précéderait l'écriture, et donc par une forme d'oralité où le langage, je pense quelque chose qu'on peut
presque pas imaginer aujourd'hui, évidemment, qui demande un effort conceptuel énorme, mais qui serait une langue qui, disons, irait au-delà de ce tiraillement entre silence et parole qu'il y a forcément dans l'écriture et même dans la langue parlée depuis que l'écriture existe. Je ne veux pas qu'on parte trop loin dans cette direction, mais je pense que la manière dont j'ai essayé en tout cas d'écrire, pas seulement sur le silence de mon grand-père, mais d'écrire le silence de mon grand-père, voilà, c'est chercher dans les mots eux-mêmes quelle est leur part silencieuse. Parfois, c'est des procédés qui peuvent sembler très simples. Voilà, c'est vrai que la ponctuation, parfois, peut introduire du silence, et si on la met dans des endroits un peu étranges dans une phrase, ça introduit un silence qui est qu'on ne sent pas habituellement, disons, dans la parole ni dans l'écriture classique. On va écouter un extrait, si vous êtes d'accord. C'est Vicente n'avait pas su, avant la fin de la guerre, tout ce qu'il devait savoir brutalement après. Mais, dès qu'il avait lu la dernière lettre de sa mère, il avait pu en soupçonner suffisamment pour ne plus vouloir parler. Il en avait su assez pour décider de ne plus garder les yeux à demi fermés, mais, au contraire, de les fermer entièrement. Du jour au lendemain, il avait de nouveau cessé d'écouter la radio, de lire le journal, de suivre les conversations au café. Il avait décidé qu'il ne parlerait plus jamais de tout ça, ni du reste. Et dans cette fuite immobile, dans cette quête incessante de l'ignorance, dans ce choix funeste d'une mort lente et méticuleuse, une seule chose allait lui permettre de survivre, le jeu, les chevaux, le casino et le poker surtout. Comme tous les soirs, le soir de ce vendredi du début de l'été austral, après qu'ils étaient rentrés du déjeuner familial, Vicente était sorti de l'appartement pour trouver une table de poker. Pendant les 2 dernières années de la guerre, et même après, pratiquement jusqu'à sa mort, le jeu allait lui permettre de survivre parce qu'il pouvait parfois, rarement, pendant quelques heures ou quelques jours, faire semblant qu'il était très riche. Et, à l'opposé, le plus souvent, le jeu allait lui permettre de survivre parce que cela lui concédait d'être très pauvre, de tout perdre et de souffrir. Comme le silence, le jeu allait devenir sa prison et sa punition. Quand il allait aux courses, ou quand il s'asseyait à la table de poker, ou quand il parlait avec Ariel et Samy, qu'il partait pour le week-end au casino de Mar del Plata ou à celui de Montevideo, tout lui semblait reprendre sa place. Il ne s'agissait plus de vivre, de construire peu à peu, judicieusement. Il s'agissait seulement de tout jouer en un seul coup, avec l'espoir de tout perdre en un seul coup. Rosita, ma grand-mère, l'aimait assez pour l'accompagner dans cette souffrance, mais il n'a pas voulu qu'elle l'accompagne. Ses filles, qui avaient 7 et 9 ans, étaient déjà assez grandes pour commencer à comprendre, mais il n'a pas voulu qu'elles comprennent. Après avoir pu imaginer le peu qu'il avait imaginé en lisant la dernière lettre de sa mère, Vicente avait préféré se taire et jouer. Sa vie, sa vraie vie, avait-il décidé, comme si elle ne méritait de devenir qu'une vieille photo oubliée sur un mur décrépit, devait rester clouée en novembre 1943. Brutalement, à ce moment-là, Vicente était devenu étranger à lui-même. Il était devenu un autre vide de sens, vide d'espoir, vide d'avenir. Ce qui avait été le plus décisif, le plus tranchant de tout ce qui lui était arrivé et de tout ce qui pourrait lui arriver plus tard, ne lui était pas arrivé à lui. Ça aurait dû lui arriver, mais ça ne lui était pas arrivé. C'était arrivé à sa mère, à son frère, mais pas à lui. Je ne veux plus parler, je ne veux plus penser, je ne veux plus rien de rien, je veux me taire, oui, me taire, plus un mot, plus un son, plus rien. Vicente avait voulu savoir et il avait voulu ne pas savoir. Il avait voulu ne pas savoir parce qu'il avait songé que tout ce qu'il saurait serait pire que son ignorance. Écouter, pourquoi écouter? Parler, pourquoi parler? Se taire, ignorer, se tenir le plus loin possible de tout ça. Rester en dehors du monde. J'ai quand même le droit, non?
Merci beaucoup. On parlait justement de l'écriture de ce silence et de cette incompréhension qui passe par la ponctuation, donc des phrases courtes, et aussi par beaucoup de questions, j'ai l'impression, par beaucoup d'interrogatives qui disent aussi la perplexité et l'incompréhension. Est-ce que c'est une question peut-être un peu vaste, mais est-ce que cette écriture-là vous a permis d'aller plus loin dans la compréhension de votre silence, du sien et de l'histoire en général? Oui, quoi, je ne sais pas si je le sais. En tout cas, c'est clair que c'est cette écriture-là qui s'est imposée à partir d'un certain moment. Il y a des pages un peu plus tard où la ponctuation intervient d'une manière encore plus brutale dans les pensées, dans le monologue intérieur du personnage de mon grand-père. Non, je ne pourrais pas dire si ça m'a... C'est clair que l'écriture, évidemment, quand moi j'écris, je me laisse aller à écrire. Donc je peux me proposer d'écrire un livre sur le silence de mon grand-père. Ça n'empêche pas qu'au moment où j'écris, presque rien n'est pensé. C'est-à-dire que l'écriture ou les mots, le travail sur le langage lui-même est toujours plus important ou plus primordial, disons, même dans un ordre chronologique que la pensée. Donc j'écris ce que les mots me disent d'écrire, ou ce que j'entends d'un lieu impossible à situer à ce moment-là, et c'est ça qui finit sur la page. Ce qui est sûr, c'est que les lectures ensuite, oui, les lectures du ghetto intérieur m'ont évidemment appris des choses sur mon silence, comme les lectures de mes autres livres. Disons que dans le cas de ce livre-là en particulier, ce qui est très singulier, paradoxal à la fois, c'est que, comme je disais, il peut être une introduction, une conclusion au reste. Donc il y a quelque chose qui peut-être éclaire tous les autres livres, et en même temps qui propose de les lire, et j'espère de continuer à lire ceux qui viennent, parce que je n'ai pas fini encore. Ce qui est frappant, on n'aura pas le temps de s'y attarder, mais en tout cas, Une enfance laconique commence par le récit d'un cauchemar, qui est votre cauchemar. Et dans le ghetto intérieur, vous faites sans cesse référence à ce rêve que fait votre grand-père Vicente, et où il est entouré d'un mur qui se resserre, et il finit par comprendre que c'est sa propre peau, et ce silence est à l'intérieur. Donc peut-être cette communication en noir et blanc du rêve et du cauchemar entre vous deux, et qui me paraît être un lien extrêmement frappant entre ces deux livres. Et peut-être juste, il nous reste quelques minutes, j'avais envie de terminer en revenant peut-être au cadre dans lequel on a cette discussion ce soir, qui est celle du FIFDH. Vous avez parlé de comment est-ce que Vicente et ses amis se positionnent se réfléchissent par rapport à leur identité juive, étant en Argentine, étant juif en Argentine pendant la Seconde Guerre mondiale, alors que lui, avant ça, ne s'était jamais senti aussi juif, ne s'était jamais senti juif, ou très peu, en Pologne. C'était un germanophile, amateur de littérature allemande. Peut-être est-ce que c'est valable de manière... Est-ce que vous avez l'impression que c'est valable de manière générale, qu'en situation de crise, certaines minorités sont réduites à une identité qui leur est imposée par un regard extérieur? Oui, je pense que c'est absolument le cas aujourd'hui, même quand on emploie le terme immigré ou migrant. Évidemment, en France, quand on dit arabe, c'est des manières de définir ce qui n'est pas définissable. C'est-à-dire, c'est définir, déterminer. Évidemment, il y a toujours finir et terminer dans ces mots-là. Donc, et le D n'est pas du tout une privation. C'est que le but de définir, c'est de finir. Le but de déterminer, c'est terminer. Voilà, moi je me bats un peu contre ça dans tous les sens. Je déteste pour moi-même qu'on dise que je suis un écrivain franco-argentin, ou même qu'on dise que je suis français ou argentin. Je défends une identité qui est toujours mouvante et qui est toujours plutôt du côté de la question, ce qui pourrait ramener à une certaine tradition juive, mais l'absurdité immense de la Shoah, de l'antisémitisme en général, qui a été de définir comme sémites des gens qui avaient
tout sauf d'être des sémites, c'est-à-dire les juifs d'Europe de l'Est, et surtout de Pologne. À ce moment-là, voilà, mon grand-père, c'est quelque chose qu'il a vécu. Je ne pense pas du tout qu'il l'ait pensé. Voilà, ça, c'est clairement moi qui le pense dans ses mots à lui. Aujourd'hui, la situation me semble être exactement la même pour plein de gens aussi, pour un Arabe en Israël, pour un Palestinien dans les territoires occupés. Mais voilà, en France... pour un migrant qui n'est plus qu'un migrant, et qui est un mot qui nie aussi la complexité d'une identité. Voilà. Qu'est-ce qu'on essaye de dire quand on dit qu'un migrant est un migrant? Pourquoi on ne dit pas que c'est, je sais pas, un Syrien qui a vécu au Liban et qui a des parents turcs, dont l'un est peut-être arménien et l'autre... et qui peut être aussi musicien et père de famille. Et puis, plein d'autres choses, comme n'importe quel être humain. Et cette définition-là va évidemment dans le sens d'une finition. Et est-ce que le langage permet de rétablir cette multiplicité, qui soit cinématographique, littéraire, pour vous? Est-ce qu'il doit? Est-ce que c'est une de ses missions? Voilà, je ne sais pas s'il permet de le faire, mais il doit aller dans ce sens-là. C'est-à-dire que c'est pour ça que la question est la chose la plus importante de la pensée, c'est la question, c'est pas la réponse. Même la séparation entre question et réponse devient absurde quand on pense à ça. Voilà, dans une identité, il y a quelque chose qui est insaisissable. Merci beaucoup, Santiago Amigorina. On va s'arrêter là ce soir. Merci au FIFDH qui nous accueille. On vous souhaite évidemment un bon festival, un bon visionnage de films et une bonne poursuite à tous. Merci. Merci.